Bonjour à tous et bienvenue. On est très heureux de vous accueillir et de vous avoir avec nous sur ce premier live, je dirais dans des conditions un petit peu particulières parce que vous le savez, la Première Brique, c'est une société de financement participatif et j'insiste sur participatif qui a vocation à vraiment démocratiser l'investissement immobilier. Et chez la Première Brique, on est convaincu que ça passe par beaucoup de transparence. Et dans cette dynamique, on a demandé à l'ensemble de nos 100 000 investisseurs de venir nous poser leurs questions. Ils seront aujourd'hui représentés par Boris et Julien, qui sont des investisseurs chez nous depuis très longtemps pour Julien, un petit peu moins pour Boris. Tout récent. Et donc finalement, ça représente notre population. Et donc on est très content de les avoir avec nous. Ce qu'on va peut-être faire là maintenant, c'est faire un petit tour de table très rapide pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Et ensuite, on répondra à toutes les questions que vous avez pu avoir, qu'on a sélectionnées. On ne s'interdit pas d'avoir un échange finalement assez décontracté, assez informel pour vous offrir la transparence que vous méritez et qui nous paraît nécessaire pour honorer la confiance que vous nous faites. Moi c'est Hugo, je suis le président et cofondateur de la Première Brique, au sein de cette structure depuis 2019 et en charge de toute la construction de notre ADN et de ce qu'on vous propose au quotidien. Bonjour à tous, Charles, responsable du pôle juridique et contentieux. Donc je veille au respect réglementaire et à la compliance de la Première Brique. Bonjour, donc Benjamin, je suis le directeur de la relation investisseur et donc de l'équipe qui s'occupe de vous répondre au quotidien sur l'ensemble des questions que vous avez. Et le plus important pour la fin, Bonjour, Boris, donc tout jeune investisseur, ça fait 5 mois que j'investis à la première Brique et je suis là pour poser un maximum de questions à ces messieurs. Bonjour à tous, moi c'est Julien. J'investis en crowdfunding depuis 7 ans. J'ai une stratégie qui est très diversifiée et multiple dans tous les domaines. Et j'investis chez la Première Brique depuis 2020, avec à ce jour 230 projets souscrits. Et très heureux d'être parmi vous. très heureux également. Écoutez, on va commencer par les premières questions. Bien sûr. Donc j'ai une question pour Hugo, de la part de Calypso. Comment avez-vous eu l'idée de fonder la Première Brique ? Question essentielle. La Première Brique, c'est l'histoire d'une rencontre entre mon associé et moi-même en ingénierie financière à l'EM Lyon et avec un parcours avant en droit pour lui et en comptabilité pour moi et une vraie passion pour l'immobilier. Et au-delà de ça, c'est une conviction, la conviction qu'à l'heure du digital, tout le monde doit pouvoir investir à partir de 1 euro, et donc finalement, quels que soient ses moyens, dans la réhabilitation du parc immobilier national pour faire face à un enjeu qu'on voit tous au quotidien, qui est l'enjeu de la tension locative, finalement du manque de logement et de l'augmentation des prix des logements. Oui, Hugo, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Là, c'est un sujet qui m'a permis justement de démarrer, d'investir à la Première Brique. C'est votre accessibilité justement des 1 euro pour le client, et je trouve ça très bien. Merci beaucoup. Et je rebondis, donc j'ai une question de la part de Thibaut pour Benjamin. Combien de projets proposez-vous en moyenne par mois ? Alors, on propose en moyenne une quinzaine de projets par mois, donc c'est 1 à 5 projets qu'on présente par semaine, que des dossiers très qualitatifs, donc des semaines, on peut en avoir un petit peu moins et des semaines un petit peu plus. Pour les nouveaux investisseurs, on a 3 grandes typologies d'opérations qu'on présente. On a les opérations de marchand de biens, donc c'est les opérations souvent les plus simples, où l'objectif c'est l'acquisition d'un appartement, d'un immeuble et justement où on va faire de la réhabilitation ou de la découpe. La seconde catégorie, c'est tout ce qui est promotion immobilière. Donc là, ça consiste plutôt à l'acquisition d'un terrain et sur lequel on vient construire une maison, un immeuble, donc quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la ligne de trésorerie. Et donc ça consiste en quoi ? C'est mettre à disposition des fonds à un porteur de projet,
typiquement une enveloppe d'1 million d'euros, qui lui va le répartir sur ces différentes opérations. Et en garantie de cet argent qu'on lui prête sur différentes opérations, il nous présente un plan de sortie qui est hyper clair de remboursement et des garanties qui sont très solides avec des actifs tangibles immobiliers. Et le point commun entre toutes ces opérations, vous l'aurez compris, c'est qu'on a un sous-jacent, qui est un sous-jacent immobilier, et qui nous permet donc de prendre des garanties, qu'on parle d'une ligne de trésorerie ou d'un projet de marchand, qui est un actif existant et qui va, par le biais d'une hypothèque ou d'une fiducie, garantir notre prêt. Parce que, point important, on parle d'un prêt immobilier. D'accord. Et pour continuer, du coup, Benjamin, une question de Manon. Quels sont vos critères de sélection? Alors ça c'est une super question et on l'a très régulièrement. C'est l'un des points primordiaux en fait de notre métier, de notre expertise. On a différentes étapes de validation dans le processus de sélection d'un dossier. On aime à dire que ça passe par 5 étapes clés. Globalement, il se passe quoi? Il y a un porteur de projet qui vient nous voir, qui nous envoie par mail, qui nous contacte et qui nous envoie la genèse, les grandes lignes de son projet. Il y a une première analyse qui est faite par l'un de nos chargés d'affaires. Si le dossier, les chiffres sont bons, on fait un retour, on fait toujours un retour au porteur de projet. Enfin, on est dans une relation très proche et personnalisée avec les porteurs. Donc si on passe cette étape, on a un appel avec le porteur de projet pour avoir plus d'éléments, pour documenter toute l'histoire du projet. Donc ça, cette seconde étape, il y a une phase de préqualification qui est faite entre le chargé et surtout avec le directeur général qui est Thomas, qui est le deuxième fondateur, qui a une vraie expertise sur l'immobilier. Et donc ça, c'est cette seconde étape de validation. Si ça passe cette seconde étape, on prend l'ensemble des documents du projet, on valide toute l'histoire, on regarde les comptes des sociétés, on regarde l'historique du porteur de projet, on regarde tous les chiffres. Et donc nos chargés viennent faire ce qu'on appelle un document de comité qui synthétise tout ça et qui permet de présenter le projet et qui vient le présenter en 4e intention aux 3 personnes que vous avez là, que sont Hugo qui a une grande compétence parce qu'il est là depuis le début de la boîte et sur toute la partie comptable et financière, Charles sur tous les aspects juridiques et pour ma part sur la partie très investisseur et sensibilité de la communauté. Et donc il y a cette 4e étape de validation du dossier. Toutes ces étapes, c'est à peu près quelques semaines, c'est 2 à 3 semaines maximum. Et ensuite, le 5e jalon et le vrai juge de paix, finalement, c'est vous, notre communauté d'investisseurs, qui allez décider si oui ou non ce dossier qualitatif qu'on vous présente vous plaît. Et un petit pourcentage vous en validez combien sur combien à peu près de nombre de projets que vous avez? C'est quoi le pourcentage que vous validez à peu près? En mai, on a reçu 80 dossiers, on en a validé 20 pour faire simple. On en a un sur 4 qui arrive jusqu'à la collecte. Ouais, sachant que quand on parle de ce chiffre, on ne parle pas de les 80, ça ne comprend pas tous les dossiers qu'on reçoit. Et un délai durée moyen, vous le validez sous combien de temps du coup? Il vous faut combien de temps pour valider un projet? Alors, on a parlé de 3 semaines tout à l'heure. 3 semaines, c'est quand on a un porteur de projet en face qui est très coopératif et qui nous envoie vraiment rapidement les éléments. On est confortable sur un mois, on peut parler d'un mois. D'un mois pour valider un projet. Ce qui reste très performant dans l'univers du financement, dans la mesure où aujourd'hui une banque qui a des échelons qui sont peut-être plus complexes va mettre plus de l'ordre de 3-4 mois pour toute personne qui a acheté sa résidence le sait, c'est un peu plus long. Et je suppose que les garanties sont, je pense, une question à charge super importante au niveau des garanties pour le choix des projets. Je pense que c'est un sujet essentiel. C'est un sujet qui est essentiel, bien sûr. Ça fait partie des critères qu'on regarde en priorité sur les projets. Après, c'est une conjonction d'éléments qui sont regardés et on essaie d'avoir un équilibre global sur les dossiers. On ne centralise pas tout sur un seul critère. On essaie d'avoir un dossier qui est équilibré à tout point de vue. Je crois savoir qu'il y a plusieurs types de garanties, des hypothèques, etc. Et vous allez en cibler peut-être plus que d'autres qui sont plus
Oui, la garantie historique de la première brique, c'est l'hypothèque de premier rang qui est inscrite sur le bien qu'on finance et qui permet en fait d'être remboursé au moment de la vente de l'actif. En priorité, bien sûr, au moment de la vente de l'actif. Après, vous avez la fiducie sur titre qui permet en fait de placer les titres de la société qu'on finance dans le patrimoine du fiduciaire et qui, en cas de difficulté, permet de prendre la main en fait, sur le dirigeant de la société et de faire vendre l'actif en définitive le plus rapidement possible. Okay. Qui limite les risques derrière. Okay. C'est des garanties qui permettent en cas de difficulté de se retourner et de rembourser les investisseurs. Okay. Et ça, effectivement, c'est intéressant d'y passer peut-être un peu plus de temps. Une hypothèque, c'est quoi? C'est la possibilité, dans le cadre de la vente d'un bien, enfin, l'obligation pour un notaire dans le cadre de la vente d'un bien, de nous demander l'autorisation avant de céder la propriété de ce bien à quelqu'un. Ce qu'on appelle une main levée hypothécaire. Il ne peut pas vendre le bien sur lequel on a une hypothèque sans qu'on lui ait donné main levée hypothécaire. Alors la main levée hypothécaire, on peut la donner sans remboursement, on peut la donner contre remboursement de la dette, mais ça nous permet d'avoir une emprise sur le bien. Ça ne fait pas de nous des propriétaires du bien, ça fait simplement de nous des personnes qui avons une emprise sur la détention du bien et sa capacité à le transférer et donc à en générer de la valeur. Et tu voulais compléter? Non. C'est juste en train de te gratter. Non. Et donc ça nous donne une sécurité qui est très forte. Pour autant, il y a un certain nombre de cas de figure et depuis 6 ans qu'on fait ce métier, on a vu. On a fait 696 projets à date, donc on a vu beaucoup de cas de figure différents. Il y a un certain nombre de cas de figure où l'hypothèque peut ne pas être suffisante. Ça va être le cas, par exemple, même si elle est très rassurante, ça va être le cas d'une société qui part en procédure collective. Donc les procédures collectives, c'est la liquidation, le redressement judiciaire ou la sauvegarde. Et dans ces cas-là, le patrimoine du porteur de projet est isolé et ça nous amène finalement à ne plus avoir on garde un pouvoir sur le bien, mais on a une temporalité qui est plus longue parce que sous le coup de la justice. Donc face à ça, depuis plusieurs mois maintenant, je dirais quelques années, une bonne année, on prend beaucoup de fiducies. Les fiducies qui ont l'avantage d'extraire le patrimoine concerné, donc que ce soit une fiducie sur titre ou sur actif, de toute procédure collective. Et donc avec un avocat fiduciaire, c'est assez intéressant d'avoir cette combinaison. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui pousse les promoteurs à faire appel à vous, alors même que le coût de l'emprunt est plus élevé qu'ailleurs? Eh bien, je l'apprends. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, Hugo l'a mis en avant il y a quelques minutes, c'est notre réactivité. C'est vrai que passer par le système bancaire traditionnel, souvent c'est entre 3 et 5 mois pour se faire financer. Là où nous, notre engagement, c'est de se dire que sous condition que le porteur de projet soit réactif et nous donne les éléments, nous, sous un délai d'1 mois, on arrive à apporter le financement au porteur de projet. Et notre engagement vis-à-vis du porteur de projet, c'est que l'argent, on lui débloque rapidement, sous condition que lui joue le job de son côté et que son dossier soit solide. Donc la réactivité, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, ça va être l'accompagnement qu'on propose. Donc c'est quoi? Et sur la phase d'audit et de préqualification, en fait, nous, on participe activement à être force de proposition dans la structuration du dossier. Donc on apporte un accompagnement et un conseil parce qu'on a de l'expertise dessus. Et même sur tout le cycle de vie de l'opération, on est proactif auprès de nos opérateurs et les plus petits opérateurs encore plus pour mettre à disposition notre réseau ou pour les aider sur des sujets en particulier. Voilà. Et le troisième point, c'est de la personnalisation. Donc je parlais de plus petits ou plus grands opérateurs. L'énergie qu'on dépense et l'accompagnement qu'on prodigue est personnalisé en fonction de la personne qu'on a en face. Nous, de toute façon, notre priorité, c'est que le projet se passe bien et que le porteur en fait, soit accompagné pour qu'in fine, nos investisseurs soient remboursés.
Donc on a tout intérêt à ce que d'un côté de la barque, ça se passe bien pour que on tienne notre engagement vis-à-vis de nos investisseurs. D'accord. Et qui fixe le taux d'intérêt? C'est vous? C'est le porteur de projet? Alors, c'est nous qui le fixons. C'est discuté avec le porteur de projet, mais c'est nous qui le fixons en fin de compte. Et ce taux d'intérêt reflète finalement la complexité d'un dossier, parce que plus ou moins de travaux, des questions d'urbanisme, voilà. Donc le taux varie surtout sur ce critère-là. Ok. Et Valérie qui demande à quoi peut-on se référer pour s'assurer qu'un investissement est rentable et intéressant? Alors, c'est une question très intéressante encore. Il faut que j'arrête de dire que c'est des questions intéressantes, parce que toutes les questions sont intéressantes. Mais finalement, il y a deux mots dans cette question, rentable et intéressant. Alors, intéressant, moi je trouve que construire un tableur Excel, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Et a fortiori, la reproduction des loutres, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, c'est assez subjectif. Mais donc intéressant, ça dépend de critères qu'on a énoncés tout à l'heure et que je vais peut-être reprendre, mais qui sont, pour être même plus précis, je pense qu'il faut se faire une conviction sur chacun des dossiers. Et cette conviction, elle va se construire par l'histoire du porteur de projet, l'histoire de la société de projet et l'histoire du projet. Et finalement, l'histoire qui nous est contée, c'est pourquoi j'ai besoin d'argent et comment je vais vous rembourser. Début de l'histoire, pourquoi j'ai besoin de cet argent, qu'est-ce que je vais faire avec, et fin de l'histoire, comment je vais vous rembourser. Et puis derrière, il y a toute la réalisation et les garanties. Et donc, nous, notre rôle, depuis le début et de plus en plus, parce que finalement c'est vraiment le centre de nos défis, c'est de vous amener toutes les informations pour prendre une bonne décision. Et on attache beaucoup d'importance à ce que vous ayez bien compris l'opération dans laquelle vous investissez. Parce que si on vous propose de financer pour 5 millions d'euros, finalement, peu importe le montant, on a certaines personnes qui mettent des tickets de 3 000 euros. 3 000 euros, ce n'est pas une paille. Et c'est important que ces investisseurs, et vraiment les investisseurs quels qu'ils soient, aient une très bonne compréhension du dossier. Ouais. Donc ça va passer par les éléments d'urbanisme sur le projet, ça va passer par les éléments de pré-commercialisation, ça va passer par les travaux, de quoi on parle en termes de travaux, on est à quel coût au mètre carré. Et la beauté de l'immobilier, c'est qu'on habite tous, ou presque, dans un bâtiment, on sait tous ce que c'est qu'un mur, on sait tous qu'on a besoin de fenêtres, et ça parle à la grande majorité des Français. Et donc, c'est très concret. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de vous aider à en savoir encore plus, à comprendre encore mieux les opérations. Et c'est finalement cette culture de moi, je finance la réhabilitation du parc immobilier français, je comprends dans quoi j'investis. Nous, on est là pour vous accompagner. On est des partenaires aussi bien pour le succès de l'opération du marchand de biens que pour la préservation de vos intérêts. Et je confirme, ce qui m'a plu chez la première brique pour investir au tout début, c'est justement les projets sont hyper détaillés chez vous. Je sais pas ce que vous en pensez. La plaquette est très... effectivement, par rapport... on ne va pas parler d'autres plateformes, mais... Vos plaquettes sont très détaillées et la personne qui veut chercher vraiment le point le trouvera facilement, ou sinon prendra contact avec vous et vous répondez assez rapidement et sur des points qui ne seront peut-être pas mentionnés dans la plaquette. Et ça, merci beaucoup. C'est peut-être le moment de préciser à nos investisseurs que Boris et Julien ont simplement reçu une tasse et un tote bag la première brique. On ne les a pas du tout rémunérés pour dire tout ce qu'ils sont en train de dire. J'attends la casquette. Exactement. Mais merci beaucoup. Mais oui, ça fait on parlera de nos défauts aussi, parce qu'il faut rester neutre. Et puis une réaction aussi par rapport à ça, c'est que moi j'ai toujours posé des questions au support, j'ai toujours eu la réponse du support dans la journée. Et ça, je dis bravo. Je dis chapeau, c'est super important. C'est une réactivité qui est importante, et ça c'est très très important à l'heure d'aujourd'hui. Oui, en étant sur plusieurs plateformes, là on voit, c'est vraiment un plus, c'est cette réaction et réactivité qu'il y a derrière, sur la moindre question, et ça j'avoue que c'est vraiment un point fort.
Et on voit que vous êtes dans le détail et le détail fait la différence. Mais c'est vraiment. Enfin, la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est qu'est-ce que moi j'aimerais savoir pour investir? Et en comité, et avec plus de 1000 comités à notre actif, quand on parle de comité, Benjamin en a parlé tout à l'heure, c'est le moment où on va se poser la question, on va challenger le dossier avec Charles, Benjamin et moi-même, et le chargé d'affaires qui nous présente son dossier. Pour se poser la question finalement, est-ce que, et moi c'est la question que je me pose toujours, est-ce que je mettrais l'épargne de ma mère sur le sujet, ma mère qui n'a jamais gagné des milliers et des cents, c'est vraiment cette idée de se dire on doit protéger nos investisseurs et donc on doit leur donner un maximum d'informations pour qu'ils prennent la bonne décision d'investissement. Et nous, on se fait des convictions. Et ces convictions, on se les fait sur la base de tous ces critères qu'on a cités, à savoir c'est quoi les prix auxquels sort le projet, c'est quoi le marché finalement. Et on a toute une méthodologie, on documente l'histoire qui nous est racontée par le porteur de projet pour s'assurer que nous, l'histoire qu'à notre tour, on va vous raconter, parce que finalement c'est ça, c'est l'histoire d'un projet humain, d'un projet entrepreneurial qu'on va vous raconter. On s'assure que ce projet, il soit bien documenté et vérifié. Et on ne s'interdit aucune possibilité dès lors qu'on a une preuve de ce qu'on avance. Et que c'est solide pour vous, ça nous paraît solide pour vous. Et Hugo, une question de Noémie, donc, qui est assez importante aussi. Pourquoi proposez-vous principalement des projets avec un remboursement des intérêts in fine plutôt que mensuel comme certaines plateformes? Eh ben c'est toute la philosophie de la première brique qui transparaît là-dedans. Nous, notre intérêt, c'est l'intérêt de nos investisseurs, c'est la sécurité de nos investisseurs. Dès lors, ça passe par la sécurité des opérations qu'on finance. Et le sens de la première brique, c'est d'être des partenaires solides et fiables de tous nos porteurs de projets, donc de tous nos marchands de biens, promoteurs, sachant que la grande majorité de nos projets sont des projets de marchands de biens. C'est d'être un vrai partenaire de ces acteurs-là de l'immobilier, dans la réussite de leurs opérations, dans le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et on est très content qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent rembourser nos investisseurs et, dans les temps et avec un intérêt qui est important, parce qu'ils payent quand même une certaine somme, hein, le coût de cet argent. Et donc nous, on va vraiment chercher à les accompagner dans un bilan économique de l'opération qui soit le plus intéressant possible. Quand on fait du paiement in fine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le porteur de projet, il va nous rembourser au moment où il aura du cash qui rentrera sur son opération. Quand on fait du paiement mensuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mois, le porteur de projet, il doit sortir du cash de son opération. C'est quoi? Il faut qu'il y ait des locataires en place et qui font des loyers, et puis du coup ça permet d'avoir des revenus. On a des concurrents qui collectent le montant des intérêts qui sont rémunérés à leurs investisseurs. Et nous, ça peut nous arriver de le faire si on a le sentiment que le bilan de l'opération le permet et qu'il reste vraiment performant. Mais le mensuel, ça veut dire ça concrètement. Ça veut dire qu'il faut que l'opération génère du cash flow. Et quand l'opération ne génère pas de cash flow, parce qu'il n'y a pas eu de vente, parce qu'il n'y a pas de locataire en place, et ben, dans ces cas-là, ça veut dire que vous collectez plus et que le montant de cette collecte, vous le redistribuez il faut le prévoir, hein. tous les mois aux investisseurs. Et pourquoi pas? Ça nous arrive de le faire aussi. On est hyper transparent sur le fait qu'on le fait dans nos plaquettes, mais encore une fois, la transparence est essentielle. Mais juste, d'une certaine façon, le bilan économique de l'opération n'est pas le même parce qu'il va payer des intérêts à 11-12% sur une somme qui est plus importante que si on fait du in fine. Oui. On peut fragiliser aussi. On peut fragiliser. Donc quand le niveau de marge est déjà bas, on évite de le faire. Oui. Du coup, je rebondis pour Charles, parce que Charles n'a pas encore parlé beaucoup depuis le début. C'est une question de Loïc qui continue justement à ce que Hugo venait de vous dire. Certains projets peuvent-ils, en raison de facteurs et d'évolutions imprévues, finir par surperformer par rapport aux prévisions initiales? Alors, techniquement, c'est possible. C'est l'hypothèse dans laquelle en fait, les charges ont été surévaluées et ça conduirait à en fait, ce que la marge du porteur de projet soit augmentée par rapport à ce qui a été prévu.
Mais donc, cette hypothèse-là, elle est super pour le porteur de projet, mais en réalité, elle ne change absolument rien pour l'investisseur. L'hypothèse dans laquelle l'investissement peut surperformer au profit de l'investisseur, c'est l'hypothèse d'une prolongation dans laquelle il y aura une majoration du taux d'intérêt qui a été voté par les investisseurs, et auquel cas le remboursement donnerait effectivement lieu à... des histoires de pénalités, c'est ça? Exactement. Des pénalités qui sont prévues dans le contrat de départ et du coup, voilà, ok. Exactement. D'accord. En fait, si le projet a vocation à être prolongé, on sollicite les investisseurs via un vote qui est réalisé. Okay. Et si les investisseurs votent en faveur de cette prolongation, il y a une pénalité qui s'applique sur le taux d'intérêt qui est de 5 points et qui vient du coup maximiser en fait l'investissement. Concrètement, vous faites un sondage, tous les investisseurs, est-ce qu'on... C'est ça. Benjamin, c'est le mieux placé pour en parler. Du coup. Mais pour appuyer le propos de Charles, c'est la première brique ne prend jamais la décision d'elle-même de prolonger un projet. Modulo le fait que le dossier est en procédure et donc c'est de toute façon les investisseurs sont informés, mais sur un dossier sur lequel il y a une prolongation de retard, il y a un vote qui est fait dans tous les cas. Et ce n'est pas nous qui décidons, nous la première brique, de prolonger ou pas. Et sur certains dossiers, en fait, on explique l'histoire du pourquoi on en est arrivé là. Il y a certains dossiers sur lesquels on propose d'appliquer ou non les pénalités. Et de la même façon, en fait, ce n'est pas la première brique qui décide si on retire les pénalités, c'est vraiment les investisseurs qui votent à la majorité. Donc, ça, je peux confirmer qu'on reçoit... Vous l'avez vécu? Oui, on reçoit à chaque fois donc, les questions, enfin, si on répond au sondage et c'est vrai qu'on a le choix là-dessus. Je me permets de compléter également ce que disait Benjamin, c'est qu'en fait, nous, on présente la vision la plus réaliste de la situation dont on dispose et on fait un état des lieux et on laisse en fait les investisseurs s'exprimer sur le projet. Et en définitive, c'est véritablement eux les seuls décideurs sur les prolongations. Ok. Charles, on va continuer du coup. Allons-y. Vu qu'on est bien parti. Une question de Michel. Donc, en tant qu'entreprise, si vous deviez faire face à des difficultés financières ou à un arrêt d'activité, quelle garantie existerait pour que nous, investisseurs, puissions récupérer nos créances? Alors, il y a une obligation réglementaire à ce sujet qui est d'avoir un plan de continuité de l'activité. Dans l'hypothèse où la première brique venait à être dans une situation difficile, où elle ne serait plus en mesure d'assurer ses missions, en fait, il y aurait un tiers qui serait désigné en qualité de représentant de la masse des investisseurs et qui viendrait en fait assurer la continuité de nos activités, c'est-à-dire en fait le remboursement de nos prêts. Le suivi. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est prévu par les textes. Et on a un exemple actuellement avec la société Chorégraphe qui est dans cette situation. On entend beaucoup parler. Tout à fait. J'ai une question qui est posée par Christophe et Paul. Bon, je vais vous la poser à vous, Hugo. Joli. Dans un contexte de crise financière, où se situe le crowdfunding immobilier en termes de niveau de risque, comparé à d'autres types d'investissements? Plus beaucoup de plateformes dans le crowdfunding ont des problèmes de financement, des projets qui se terminent au tribunal, etc. Où en êtes-vous? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. On n'a que des bonnes questions. Et pour information, on avait, pour pleine transparence vis-à-vis de nos investisseurs, on a reçu vos questions, on les a plus ou moins préparées et, voilà. Et elles sont lues, donc c'est pour ça qu'on désigne telle ou telle personne, c'est parce que on s'est réparti un petit peu les différents sujets tous les trois. Effectivement, le crowdfunding immobilier, dans un contexte immobilier aujourd'hui qui est dans la tumulte, on va dire, on aurait tendance à penser qu'on est un peu dans le creux en France. On parle en France. On est dans le creux de la vague, mais c'est un produit qui propose 12% de rendement. Voilà. Brut. Un investisseur brut. Un investisseur éduqué, il sait que 12% c'est du risque. C'est ça. Que 15% c'est encore plus de risque et c'est pour ça d'ailleurs qu'un projet en retard a des pénalités. Le taux est plus important, mais on a un risque qui est un peu plus élevé parce qu'on a passé la durée max, donc le taux s'augmente. Si on fait du livreur.
Voilà. On fait du 2%. Sinon, on fait du livret A. On fait pas grand-chose. Et le livret A, l'avantage, c'est que vous n'avez aucun détail sur ce dans quoi vous investissez, et c'est à 3%. Mais dès lors que vous commencez à aller sur des produits, sur des rendements importants, c'est important de comprendre ce dans quoi vous investissez. Et moi, le gros warning que je mettrais, c'est quand on vous dit venez nous voir, c'est génial, il n'y a aucun risque. Et puis vous allez prendre 15%, vous allez prendre 12%. Parce que là, on est dans quelque chose qui est anormal. Et nous, on est dans un contexte qui est ce qu'il est. On a aujourd'hui, on va donner un chiffre finalement assez simple pour parler de où est-ce qu'on en est. On a 205 projets sur 696 projets financés par la Première Brique depuis le début de son histoire, donc depuis 2019. On a 205 projets qui ont été passés en retard. Sur ces 205 projets qui ont été passés en retard, on en a 73 qui ont été intégralement remboursés à nos investisseurs, avec ou sans pénalité, comme le disait Benjamin, selon les situations et ce que permettait la situation. Mais 100% du capital a été remboursé sur ces 73 projets, et ça représente 24 millions d'euros. Sachant qu'aujourd'hui, on a collecté pour 275 millions d'euros. 272, soyons précis. Et voilà, donc oui, le retard existe. Oui, il y a du tumulte. Aujourd'hui, on a finalement prouvé notre capacité, dans ce contexte difficile, à faire le suivi des projets, à continuer de communiquer avec nos investisseurs toutes les informations qu'on avait. Ce qu'on va plus faire à l'avenir, c'est communiquer sur toutes les actions qu'on mène. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de questions de la part de tous nos investisseurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un grand bravo à toute notre équipe Relations Investisseurs qui fait un travail formidable pour vous répondre au quotidien. Sur le suivi des opérations, parce qu'après le projet, nous, on assure un vrai suivi. Il y a un suivi mensuel qui est établi. Qui est mensuel ou trimestriel, selon les évolutions des dossiers. On a l'évolution de chaque dossier. Et quand on a des informations, on voit que c'est suivi en interne. Et aujourd'hui, on le fait pour tous les dossiers. On donne des informations quand on en a, mais on ne donne pas l'information de ce qu'on a fait pour avoir des informations. Et donc ça, on va le faire de plus en plus, de simplement vous dire, écoutez, on a relancé 3 fois le porteur de projet, on attend une réponse de sa part, et pour que vous ayez conscience que nous, on est vraiment là pour vous donner toutes les informations possibles, et on se met tout le temps à votre place, en fait. Et donc, quand on n'a pas de nouvelles sur un projet depuis 60 jours ou depuis 90 jours, ce n'est pas satisfaisant pour nous. Et quand on a des échéances qui arrivent et qu'on n'a toujours pas d'informations, ce n'est pas satisfaisant pour nous. Tout ce qui n'est pas satisfaisant pour nous, on a 2 clients aujourd'hui, c'est le porteur de projet et vous. Mais le sens de notre marché, c'est quand même de vous avoir à nos côtés pour pouvoir continuer de proposer des financements à tous les porteurs de projets qui ont des beaux dossiers. Donc, tout le sens de ce qu'on fait, c'est votre satisfaction, c'est d'aller vers votre satisfaction. Et le retard. Il y a une question qu'on peut se poser, par contre, ça enchaîne du coup avec les questions de Mickaël et Pascal. On a beaucoup de retard donc, depuis 2022-2023. Est-ce que les projets n'ont pas été sous-estimés en termes de durée ? Si. Enfin, disons-le, c'est factuel, c'est mathématique. Pour le coup, de 2022-2023, on était dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Ou en tout cas, on avait la grille de lecture et les lunettes de 2021-2020, parce qu'on était en train de vivre un retournement de marché, et on a estimé des durées. Enfin, la statistique que je viens de vous donner, elle est probante. On a 205 projets en retard, on en a 73 qui ont été intégralement remboursés. Donc ça veut dire que sur 696 dossiers, on en a 205 sur lesquels on n'a pas été bon, disons-le comme ça, on n'a pas été bon, ou le contexte, ou peu importe, on ne se cachera pas derrière le petit doigt. Mais l'estimation de la durée n'a pas été la bonne. Et néanmoins, on en a 73 qui sont remboursés, pour 24 millions d'euros de capital. Bon, ça montre que ce n'est pas une fatalité, que, comme le disait Charles, c'est parfois une performance plus importante de votre investissement. Et c'est aussi là qu'on a une vraie force à proposer des opérations de marchand de biens sur lesquelles on a un sous-jacent existant
et qui permet d'aller chercher quelque chose. Et en tant que... Ah, pardon. Je voulais compléter sur la partie... En fait, on a identifié un véritable enjeu au sein de la première brique qui était le suivi des dossiers. C'est la nécessité de donner de la visibilité à nos investisseurs sur l'évolution des dossiers une fois que le financement a été lancé. La transparence. Exactement. Et c'est tout l'enjeu, et c'est l'ADN de la première brique, c'est véritablement ça, c'est la transparence. Du coup, on a créé un pôle suivi qui a vocation à reprendre la gestion des dossiers entre la durée cible et la durée max pour aller chercher de l'information et renseigner au mieux les investisseurs sur l'évolution du dossier. Parce que moi, je partage l'analyse qu'il y a un contexte immobilier quand même qui est difficile, même si j'estime qu'il y a une amélioration en ce moment. Et tout notre travail, c'est véritablement d'apporter de l'information aux investisseurs et de leur donner de la lisibilité pour pouvoir anticiper au mieux sur les dossiers dans lesquels il y a des hypothèses de retard qui se dessinent. Ok. Et nous, du coup, en tant qu'investisseurs, est-ce qu'on peut voir ou apparaître par la suite des critères de 1, 2, 3 par rapport au risque, des critères de notation de risque Alors, c'est une bonne question parce que je sais que beaucoup de plateformes font ça. Nous, on a choisi de ne pas définir, enfin de ne pas créer de procédure de notation des projets. C'est un choix que Hugo pourra certainement expliquer, mais que pour ma part, je partage parce que ce serait vouloir faire rentrer dans des cases, en réalité, des projets, alors que comme on le disait, nous, on a une vision globale des projets. Et c'est trop compliqué, je pense, que de vouloir faire rentrer des projets systématiquement dans des cases. Et surtout qu'il y a des aléas à côté qui peuvent intervenir, qui du coup pourraient fausser aussi la notation par la suite. Exactement. Un projet qui serait noté 5 sur 5, en fait, peut rencontrer des difficultés que personne n'avait anticipées. On n'aurait pas pu jauger. Et on viendrait nous dire, mais vous l'aviez noté 5 sur 5, et pour autant, il y a eu une problématique. Exactement. Chaque dossier a ses spécificités, et ce serait le meilleur moyen pour avoir des investisseurs qui, justement, vont à l'encontre de ce qu'on cherche à faire, à savoir ne prennent pas du tout connaissance des dossiers et disent « moi, je vais programmer mon robot pour mettre que du 5 sur 5 Exactement. et comme ça, c'est bon, je suis garanti. Et puis même, je vais faire all-in sur un projet à 5 sur 5 parce que je n'ai pas envie de m'embêter. » Eh ben, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque projet est spécifique. Moi, je ne suis pas du tout sensible à la pré-commercialisation. Par contre, je suis hyper sensible au fait que les prix qui sont affichés soient justes. Il y a certaines personnes qui disent si ce n'est pas pré-commercialisé, et donc finalement c'est l'étape d'après, parce que le marché a validé les prix de sortie, ça ne m'intéresse pas. Bon, on a tous nos sensibilités, nos analyses. La beauté de ce marché, c'est quand même qu'il est plein de complexité et qu'il y a plein de critères à prendre en compte. C'est hyper intéressant. Et du coup, il y a Yann qui pose la question, à savoir si vous avez des projets pour lesquels vous n'avez plus aucun contact avec le porteur. Alors oui, donc on est dans le défaut de projet. Est-ce que ça, voilà. En fait, Et que deviennent les fonds collectés versés initialement? Alors, deux questions. Pour ce qui est de la première partie de la question, l'immense majorité des dossiers aujourd'hui qui sont au contentieux, on n'a plus de contact direct avec les porteurs de projets. Parce que c'est malheureusement, la réalité du contentieux, c'est que ce sont des dirigeants d'entreprise qui jettent l'éponge en réalité. Ouais, ce sont des personnes qui abandonnent en réalité les responsabilités qui étaient les leurs et qui font le choix de la politique de l'autruche. En réalité, c'est ça. C'est ça. C'est donc nous, après, une fois, parce que en fait, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de dire les porteurs de projets qui sont de bonne foi, on leur tendra toujours la main et on travaillera avec eux pour trouver des solutions intelligentes qui permettront le remboursement des emprunts. Ça, c'est notre vision. Parce que finalement, je complète, le plus important et le plus efficace, ce sera toujours l'amiable. C'est quelque chose que Charles aime beaucoup dire, donc je te pique tes mots. Je t'en prie. À passer par l'amiable, c'est dire qu'on est sur des procédures qui sont beaucoup plus courtes et un remboursement qui est bien plus fluide que quand on commence à partir sur du contentieux. Et ça, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Il a tout dit. Non, mais... Et d'un point de vue technique, comment sont mises en œuvre du coup les garanties de sécurité? Alors, c'est une question. En fait, moi, j'ai un souci de sincérité quand même. Quand on parle de contentieux immobilier, il faut avoir conscience que chaque dossier est spécifique.
on a un actif immobilier particulier, des garanties particulières et des procédures judiciaires qui peuvent être différentes. Donc vous dire il y a une stratégie qu'on met en place systématiquement, ce serait pas vrai. En réalité, ce que je dis souvent, quand le dossier arrive, on fait une analyse, on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé, qui on a en face de nous. Est-ce qu'on a un porteur de projet avec qui on peut encore discuter ou est-ce que véritablement voilà, il faut passer par des voies judiciaires. Si c'est les voies judiciaires, on a un cabinet d'avocats spécialisé qui nous accompagne et dans chaque dossier, on définit une stratégie et un cap qu'on essaie de tenir au maximum avec un seul objectif en tête, comment obtenir un remboursement le plus rapide possible pour nos investisseurs. C'est véritablement ça notre motivation. Et dans le cadre d'une liquidation judiciaire, comment ça se passe? Parce que là, vous avez le liquidateur en face de vous. Et... très bonne question. C'est la question de Joseph. La liquidation judiciaire, comment ça se passe? Nous, aujourd'hui, on a des capteurs qui sont en place sur les entreprises qu'on finance. Et dès qu'il y a une procédure collective qui est ouverte, on est informé. Donc ça, c'est aujourd'hui, on a 0 trou dans les mailles du filet. L'avantage, c'est que vous avez un contact, c'est le liquidateur. Et donc, une fois que la procédure collective est ouverte, donc le jugement d'ouverture est publié au BODAC, qui est le bulletin officiel. Et ensuite, vous avez 2 mois pour déclarer votre créance. Donc, dans ce délai de 2 mois, on fait la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. Et ensuite, il y a une période d'observation qui s'ouvre pendant 6 mois et en fait qui permet au mandataire judiciaire de dresser l'état du passif de la société, de voir qu'est-ce qu'il a comme dette et qu'est-ce qu'il a comme actif en face pour pouvoir les rembourser. Et dans le cas d'une liquidation judiciaire, c'est en fait une entreprise qui est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qui n'est pas en capacité, avec ses actifs disponibles, de régler son passif exigible. Ça, c'est le texte. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On liquide les actifs pour rembourser les créanciers. Et dans ce cadre-là, nous, très souvent, on a une hypothèque de première rente qui est inscrite sur le bien et on attend que le liquidateur vende l'actif à la barre pour pouvoir désintéresser les créanciers. Ce qu'il faut savoir, et j'insiste, c'est qu'il n'y a pas de délai légal qui impose la vente de l'actif. Donc, on ne peut pas appuyer auprès de l'administrateur en disant « vendez l'actif », parce qu'il n'est pas contraint juridiquement de vendre dans un délai légal. Pour autant, il y a un acteur principal dans ces procédures qui est le juge-commissaire et qui est le garant des intérêts des créanciers et qu'on sollicite régulièrement pour insister sur l'urgence de la situation. Parce que nos prêts à nous, c'est l'épargne des Français. Et donc, on insiste auprès des magistrats pour leur dire, voilà, faites le maximum pour que la procédure avance vite et que les investisseurs puissent être désintéressés. Et certains affirment que le trésor public est prioritaire sur l'hypothèque. Alors, si le trésor public n'a pas d'hypothèque sur l'actif, il n'est pas prioritaire. La priorité en matière d'hypothèque, c'est la temporalité dans laquelle vous avez inscrit. Si vous êtes en premier rang, c'est que vous avez inscrit en premier sur le bien et en conséquence, vous êtes désintéressé en premier. Okay. Si le trésor a inscrit une hypothèque avant vous, effectivement, ce sera lui qui sera désintéressé en priorité. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, dans le remboursement des créances d'une société et la liquidation de l'actif, et je parle sous le contrôle de Charles qui maîtrise mieux le sujet que moi, mais le trésor public et les salariés passent avant les autres créanciers. Parce que les salariés, ça coule de source, et le trésor public, ça coule de source aussi, malheureusement. On continue avec la question de Gilbert, pour Charles toujours. Ouais. Dans la plupart des opérations, une hypothèque est prévue. Lorsque l'emprunteur est déjà propriétaire du bien hypothéqué, celle-ci est-elle signée simultanément au contrat? Dans ce cas où le financement prévoit l'achat du foncier, comment les inscriptions réelles des hypothèques sont-elles surveillées après la remise des fonds? Alors, concernant la première partie de la question, c'est l'hypothèse du refinancement. C'est-à-dire que le porteur de projet est déjà propriétaire de l'actif, donc il a déjà de la dette sur le bien. Et nous, en fait, on va refinancer cet actif. C'est-à-dire qu'on va lever l'hypothèque qui était originairement inscrite sur le bien pour inscrire la nôtre. D'accord? Et ça se fait en fait, c'est le travail des notaires, notamment notre notaire partenaire, que de lever la première hypothèque pour inscrire la nôtre en premier rang. Et la temporalité, c'est concomitant en réalité, puisqu'il donne main levée de la première garantie pour inscrire la nôtre. C'était la première partie de la question. Et la deuxième partie, j'ai oublié. Donc, dans le cas où le financement prévoit l'achat du foncier, oui.
comment les inscriptions réelles des hypothèques sont-elles surveillées après la remise des fonds? Alors, là, en réalité, c'est encore le travail de nos notaires partenaires qui vont aller inscrire. Là, c'est de l'achat du foncier. Donc, en fait, c'est une transaction, c'est tout ce qu'il y a de plus classique chez les notaires. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur, un vendeur. Et là, en l'occurrence, l'acheteur, il passe par un emprunt. Et le notaire va venir inscrire sur l'actif l'hypothèque qui garantit l'emprunt, qui lui permet d'acheter. Donc voilà. Et donc oui, la question c'est comment est-ce qu'on vérifie? C'est que les notaires ensuite nous envoient les bordereaux d'inscription, l'état sur formalité et le titre exécutoire qui est en fait l'acte de prêt notarié. D'accord, la vérification est faite comme ça. Voilà. Et du coup, il y a Stéphane qui pose la question. Je vais vous la poser, Hugo. Pour les projets en difficulté, la préservation du capital restant une priorité, pourquoi ne pas envisager une solution sortie par le haut en proposant aux porteurs de projets un remboursement du capital sous 2 mois, tout en demandant aux investisseurs de renoncer à leurs intérêts? Alors, comment le porteur de projet rembourse le capital? Le porteur de projet, il rembourse le capital parce qu'il a de l'argent pour rembourser le capital. Quand on parle de 1,4 million, 2 millions, 3 millions de capital à rembourser, ça se trouve pas, ça se trouve pas sous une pierre. Et donc, c'est nécessaire de vendre l'actif. Donc un actif qui est sur le marché, et c'est la majorité de nos dossiers aujourd'hui qui sont en retard, tant qu'il n'est pas vendu, malheureusement, le porteur de projet, il peut pas rembourser le capital. Et au-delà de ça, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que nos porteurs de projet, ils payent 11% annuel d'intérêt. 11% annuel d'intérêt, c'est le premier élément dissuasif et qui les entraîne à rembourser le plus rapidement possible. On n'a pas de porteurs de projet qui font traîner le truc parce qu'ils ont oublié. Non, ils veulent aller vite. Ça n'arrive pas. Ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher. Ça leur coûte super cher. Et la grande majorité de nos porteurs de projets sont l'immense majorité, sont de très bonne foi et veulent faire une opération qui est la plus profitable pour eux. Et chaque mois qui court, c'est un mois où on grappille sur leur marge avec les intérêts. Donc, la sortie par le haut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Charles, c'est le remboursement avec une solution amiable. Et nous, on est porteurs de solutions vis-à-vis des porteurs de projets, et dans la plupart des cas, c'est eux qui les trouvent. On a aujourd'hui un réseau de marchands de biens et de promoteurs qui nous permet d'essayer de trouver des solutions pour que les dossiers sortent, et d'agents immobiliers et autres. Ouais. Et tous les autres projets justement qui fonctionnent bien, la durée moyenne d'un projet, c'est quoi chez la première 18 mois. 18 mois. 18 mois. Une question d'Hervé. Comment retrouver la confiance des investisseurs face au marché immobilier peu porteur depuis ces 2 dernières années, ainsi que face à la disparition de plusieurs acteurs du crowdfunding tels que Chorégraphe, Limo ou dans un autre domaine, Solilend? Je crois que la réponse, elle est juste devant vos yeux. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est la transparence. C'est dire que moi, je n'ai pas confiance en une personne dont je ne sais pas ce qu'il fait et je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai juste mis 500 € et je n'ai plus de nouvelles de mon argent pendant 2-3 mois, si ce n'est plus. Voilà. Donc c'est de la transparence. Pour moi, c'est ça la solution. C'est communiquer un maximum sur ce qu'on fait, être vraiment hyper sincère aussi dans notre approche et continuer ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti en arrivant dans les locaux tout à l'heure. J'ai vu cette petite fourmilière un peu qui s'activait là, 30 personnes. Il y a du monde de partout. Il y a du monde de partout, ça s'active. C'est vrai que il y a une relative confiance vis-à-vis de ça. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un critère important. Alors Romain qui demande, certaines plateformes ont fait faillite, d'autres cherchent des repreneurs. Est-ce que votre LBO a été forcé par la conjoncture? C'est une très très bonne question. Notre LBO, il est intervenu justement parce qu'on est très performant dans un marché qui va mal. Et aujourd'hui, on est une société qui est rentable, qui est solide, qui a des fonds propres importants. Et on se distingue par ça. Et d'ailleurs, ça devient un sujet important pour les porteurs de projets également. Parce que
une société qui, comme chorégraphe, on l'a cité tout à l'heure, qui tombe, c'est un suivi qui est plus du tout fait de la même façon pour les investisseurs, mais pour les porteurs de projets aussi. Vous savez plus du tout quel est votre encours, vous devez traiter avec un administrateur qui a 800 dossiers à gérer. 800, c'est un chiffre sorti du chapeau, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc le LBO, il est intervenu justement parce qu'on est solide et qu'on veut continuer de se renforcer, de se structurer et d'aller dans un marché qui va mal, chercher des parts de marché plus importantes. Je vais donner un chiffre qui est intéressant. En 2022, la collecte de la première brique, c'était 74 millions, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était 37 millions, ça représentait 2% de la collecte en crowdfunding immobilier. En 2020, non, je vous dis une bêtise, c'était 74 millions. Voilà. En 2022, c'était... J'ai pris des notes, je vais les sortir. Et une LBO, tu veux dire pour tout le monde ce que c'est aussi? Ah oui, c'est un leverage buyout, c'est une opération d'entrée au capital de deux actionnaires qui sont Elige et XO, que je salue au passage. En 2022, ouais, c'est ça. En 2022, la collecte sur le marché du crowdfunding, c'était 1,5 milliard, là où nous, on collectait 37 millions. 37 millions, ça représentait 2% donc, du marché. En 2023, on collectait 74 millions quand le marché faisait 1,4 milliard. Les chiffres que je vous sors, c'est des chiffres que j'ai, pour le marché, trouvés sur le site Argent et Salaire. Donc nous, on représentait 5,2%. En 2024, c'était 847 millions d'euros, là où nous, on a fait 100 millions d'euros. Donc on représentait 11,5% du marché. Et en 2025, on a collecté 58 millions à date pour une collecte globale de 262 millions. Donc on est à 22% de part du marché. Donc voilà, le LBO, il n'est pas venu dans un contexte où on va mal et on a besoin de réinjecter des fonds pour survivre. Il est venu dans un contexte où on va très très bien et parce que justement, je crois qu'on a une dynamique qui est la bonne, qui est de dire que nos investisseurs, c'est notre priorité et on est là pour préserver leur intérêt et communiquer au maximum avec eux. Et donc, ils sont venus pour que ces 22% se transforment en 30% l'année prochaine. Et l'avenir appartient à ceux qui ont des boules de cristal. Et de la volonté. Et l'énergie. Pardon. Une question pertinente d'Audrey. Pourquoi ne pas prendre une partie de votre commission à la fin du projet, bien sûr en plus de celle prise au départ? Cela permettrait d'aligner vos intérêts avec ceux des investisseurs et nous rassurer sur le suivi des projets. Certains projets semblent ne pas avoir été scrupuleusement, et notamment un décaissement total sans les travaux. Alors, et que des bonnes questions décidément. Factuellement, c'est ce qu'on fait. Parce que à date, on a un dossier sur les 696 qu'on a eu, sur lequel on a annoncé à nos investisseurs qu'il y aurait très probablement une perte, qui n'est pas encore constatée, mais il y aurait une perte sur le capital. Sur ce dossier, on a annoncé également qu'on allait abandonner la totalité de notre chiffre d'affaires pour le reverser à nos investisseurs. On a payé la totalité des frais de justice. Donc, dans les faits, l'intérêt de la première brique est 100% aligné avec celui de ses investisseurs. Il l'est même moins, parce que nous, on va perdre la totalité de notre chiffre d'affaires et pas à due proportion du capital perdu. Donc, voilà. Faire ça, c'est simplement dire qu'on a un besoin fonds de roulement qui augmente, parce qu'on a une trésorerie du coup, qui est moins importante. Aujourd'hui, pour que ce soit très clair et que tout le monde soit bien au courant de ce dont on parle, notre business model, c'est un porteur de projet vient nous demander 100 000 euros pour donner des chiffres très généraux et plus de marché que concernant la première brique. On va lui collecter 107 000 euros, on récupère 7 000 euros, on lui libère 100 000 euros et donc notre chiffre d'affaires, on le prend à ce moment-là. Ça a un avantage qui est phénoménal, qui est que bon, on n'a pas à courir après des factures, premièrement, et deuxièmement, on a un cash qui rentre tout de suite et qui nous permet
de financer de l'innovation, de vous proposer une plateforme qui soit plus performante et de continuer à innover. Payer nos salaires, évidemment, et les salaires payer les salaires de toute l'équipe, c'est une évidence. Mais c'est une vraie force et qui permet à la structure d'être très robuste et très innovante. Et cet argent, nous, on le dépense dans le suivi des projets, dans l'amélioration de votre expérience utilisateur, qui sont nos deux principales préoccupations. Donc, et quand ça se passe mal, notre intérêt est aligné parce qu'on libère notre chiffre d'affaires dans le remboursement. Ok, merci. J'ai une question pour Benjamin, de la part de Stéphane Finari. L'intégration avec Finari est annoncée depuis plusieurs mois et est très attendue. Pouvez-vous nous en dire, pouvez-vous nous dire quand elle sera enfin effective? Et oui, alors effectivement, c'est maintenant une question de presque de semaines. C'est un travail d'intégration entre différents acteurs. Donc c'est pas, Finari fait le travail de son côté, on fait le travail de notre côté, et puis il y a une société au milieu avec qui et Finari et la première brique est partenaire, qui s'occupe de finaliser cette intégration. Donc là, on est en cours de finalisation de l'intégration. L'objectif, c'est que ce soit prêt à la rentrée, en tout cas d'ici la fin de l'année au plus tard. Donc tout est prêt, et c'est plus un sujet en discussion, c'est juste quand est-ce qu'on rentre ça dans un planning d'intégration et de validation entre ces trois acteurs qui communiquent régulièrement, qui s'entendent bien et qui veulent faire des belles choses ensemble. Et quel est l'objectif de la première paire avec ce partenariat de Finari? Finari, ça permet d'agréger tous ces comptes bancaires et tous ces comptes d'investissement, tous ces produits financiers au sein d'une même plateforme. Oui, c'est une panel financier. Un agrégateur financier. Et en fait, nous, on doit mettre à disposition nos données à travers un module de données pour que la première brique puisse apparaître dans cet agrégateur et que ça puisse être l'un des outils financiers qui est suivi. Donc, on viendra se mettre à côté d'autres produits, Trade Republic, Revolut et j'en passe pour en citer d'autres. Et comme ça permettra effectivement aux investisseurs qui sont nombreux à être sur Finari et sur la première brique de centraliser toutes leurs informations. Vous augmentez le nombre d'investisseurs pour vos projets aussi? Eh bien, oui, possiblement, effectivement, que des gens qui sont chez Finari viennent chez nous, ou en tout cas que ça leur simplifie le suivi à travers cet outil-là. Une rapide précision, la société qui intervient, la tierce, c'est sur des aspects exclusivement techniques d'intégration. Et deuxième point que je voulais ajouter, c'est toujours dans notre dynamique d'innovation et de vous proposer une expérience utilisateur qui est toujours meilleure. On a tous une application bancaire ou presque sur laquelle on peut agréger les comptes de nos autres comptes bancaires. C'est effectivement assez chouette de se dire qu'on a un endroit sur lequel on peut checker l'ensemble des informations et avoir une vision d'ensemble. On a vocation à pas sortir du rang sur ces sujets-là et au contraire à vous proposer beaucoup plus de fluidité. Et donc ça s'inscrit dans cette démarche. D'accord, merci pour la réponse. Benjamin, du coup, une question de Romain qui, je pense qu'elle a dû être posée il y a longtemps. Il y a quelques temps, parce que le système est déjà en place. Parce qu'on a la réponse, mais je pense qu'on peut développer un petit peu là-dessus, sur les critères. Avez-vous une date ou une estimation pour le lancement du robot d'investissement automatisé? Oui, donc la question a été posée il y a au moins plus d'une semaine en arrière, vu que ça fait une bonne semaine que c'est lancé. Effectivement, donc le robot est en place. On l'a voulu très intuitif et très configurable avec les paramètres qu'on met à disposition. Il en reste que pour aider l'ensemble de nos investisseurs, on va mettre en place une vidéo. Vous avez dû recevoir une newsletter, donc un petit webinaire la semaine prochaine pour présenter deux choses. Le robot d'investissement est vraiment rentré dans les détails pour expliquer comment ça marche, sachant qu'il y a un article de FAQ qui est super bien détaillé, super bien fait pour vous donner des éléments. Et donc la semaine prochaine, on va faire un petit webinaire qui va expliquer le robot d'investissement, montrer comment on le configure et qui va parler aussi de la partie page projet. On a refait une refonte de la page projet il y a quelques mois maintenant pour expliquer, nous, en tant que la première brique, comment on analyse en fait les projets, quels sont les principaux indicateurs et comment on lit la fiche projet. Et d'ailleurs, robot d'investissement
continuez de nous mettre des noms de robots d'investissement aussi fun. On va se faire un petit florilège de tous les robots les plus sympas et puis on vous fera une vidéo. Vous êtes source d'inspiration. Je crois savoir que vous pouvez aller jusqu'à 5 Ouais. robots, c'est ça? On peut paramétrer 5 robots différemment pour pouvoir optimiser ses recherches, etc. Même au niveau des garanties, je crois savoir. Exactement. Ok. Exactement. Oui, il y a un petit sujet, quelque chose qui nous est très remonté, c'est sur la partie garantie, dans lequel on s'est voulu flexible et donc on a mis des règles qui sont des règles et ou des règles ou pour dire qu'on veut cette garantie ou celle-ci ou cette garantie et celle-ci. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ce point-là et c'est quelque chose qu'on va expliquer en détail la semaine prochaine. L'idée vraiment c'était d'être très vaste dans la proposition des paramètres qu'on propose pour être fin dans le choix des projets, sachant que pour rappel pour tout le monde, le robot d'investissement permet de se positionner sur un projet. Ça ne pallie en aucun cas à la lecture de la fiche projet, à la validité ou à la vérification que le projet nous plaît réellement. Et in fine, de toute façon, une signature manuelle doit être effectuée. Donc il y a toujours une opération manuelle qui est attendue. Il y a une chose que je n'ai pas vérifiée, pourtant j'ai utilisé le robot depuis une semaine. À quel moment il s'active par rapport au groupe? Ouais. Est-ce qu'il est en groupe, est-ce qu'on est en groupe 4 ou est-ce qu'on est théoriquement en groupe 2 ou 3? Est-ce qu'il s'active à ce moment-là? Alors, surtout pour les petits projets, je pense. Notre volonté, c'est de toujours mettre en avant les personnes qui vont se connecter et font l'effort d'être présents sur le site. C'est la bonne logique de toujours de se dire, anciennement, je voulais mon iPhone, je vais faire la queue à la FNAC pour l'avoir en premier, quoi. Et si je le commande en ligne, je laisse, il en reste en stock. Nous, la logique, elle est la même. Si vous faites l'effort de vous connecter, il y a ce système de groupe et vous passez dans cet ordre-là. Et le robot, ça simplifie la vie, ça automatise les choses, mais ça passe juste après les gens qui ont fait l'effort manuel à de l'instant se connecter. D'accord. Voilà. C'est une forme de groupe 4. Ouais, c'est une forme de groupe 4. Ce qui veut dire, pour bien comprendre, parce que ça m'intéresse, ce robot, si je le lance, je le paramètre, il peut me permettre d'investir sans que je sois présent à la fameuse heure, jour, etc. Exactement. Ok, Il répond c'est top. Ce robot, il répond à deux demandes que vous aviez. La première, c'est je suis en réunion, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je suis en réunion et je ne peux pas me connecter, mais ce projet, je le trouve super. Et on peut pas. J'ai peur que, là, typiquement, on a un projet là en ce moment. Typiquement, j'espère qu'il s'est activé. Je n'ai pas regardé, mais j'espère qu'il s'est activé ce midi. Tu vérifieras quand même. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un beau projet, je crois d'ailleurs. Le Maverick, on a passé le cap des 1 million en 10 minutes, donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est là maintenant, mais c'est des projets, c'est cette possibilité de dire je suis en réunion, je veux investir, il va le faire pour moi, je prendrai connaissance de la plaquette plus dans le détail après coup. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui était plus une exigence de notre part dans un côté un peu paternaliste vis-à-vis de nos investisseurs, même si on essaye de ne pas l'être, qui était de vous pousser à diversifier. Parce que finalement, ce robot, vous pouvez le configurer en disant investis 50, vous facilitez la vie dans la diversification. Investis 50 € sur une enveloppe de 2000 € dans des opérations qui ont tel critère. Et finalement, ça vous permet de beaucoup plus facilement vous positionner sur pas mal d'opérations et aller diversifier vos placements. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Je sais que Julien est un grand fan de la diversification avec plus de 200 projets. Donc, après, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas… C'est une stratégie que tout le monde devrait appliquer. Sans aller aussi loin peut-être que moi. Moi, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre le temps qu'on a et le risque qu'on veut prendre. Et finalement, vous avez énormément de temps. Vous pouvez mettre 1 € dans toutes nos opérations ou 50 € dans toutes nos opérations et vous dire que vous investissez dans absolument toutes les opérations. Ça vous prendra beaucoup plus de temps en termes de gestion, mais par contre, en termes de risque, vous lissez totalement votre risque. Totalement, oui. Là où, par contre, vous mettez tout dans un seul dossier, ça vous prend moins de temps, mais par contre, votre risque il est plus important parce qu'il repose sur une seule opération. Bien sûr. Une question de Stéphane. Hugo, je vous la pose. Afin d'éviter les allers-retours fréquents entre le portefeuille, la première brique et un compte externe,
qui entraînent des frais non négligeables pour la plateforme. Envisagez-vous la possibilité de rémunérer les sommes disponibles dans le porte-monnaie à l'image de ce que propose Trade Republic sur les comptes courants? Alors, je vous le confirme, les coûts de rechargement, et c'est intéressant de le rappeler, la première brique est 100% gratuit. Pour les investisseurs, c'est sans aucun frais, sauf, et je mets une petite astérix qui est importante, dans le cadre d'un contentieux sur lequel on ne supporterait pas les frais, ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, mais ce qui peut arriver un jour. Et donc, les flux financiers sont le premier coût aujourd'hui supporté par la première brique, et c'est un coût qui est colossal. Donc quand vous rechargez et vous faites des allers-retours comme ça, effectivement, nous, ça nous coûte très très cher. La mise en place, pour revenir sur la question, ce serait sur la mise en place d'un wallet rémunéré. Rémunéré sur les, voilà, comme c'est une très bonne idée. C'est une très bonne suggestion. On a certaines personnes autour de cette table qui poussent assez fort pour qu'on mette en place un wallet rémunéré. Et la réflexion est en cours et on devrait avoir des annonces à vous faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Parce que je crois savoir que c'est le taux rémunérateur, c'est par rapport au taux de la Banque Centrale Européenne. Alors non, c'est parce que sur Trade Republic, je crois que c'est ça, aujourd'hui, qui est de l'ordre de 2% ou même pas un 75%. C'est le taux directeur de la BCE. Ouais. C'est le taux SR de mémoire, qui est effectivement un taux de la BCE qui rémunère les banques. Mais nous, on n'est pas un établissement, financier au sens bancaire. Donc on n'a pas la possibilité de se rémunérer sur ce taux-là. Et faut pas se mentir, hein, une banque qui vous rémunère votre épargne, c'est parce qu'elle se rémunère aussi dessus et que finalement elle fait quelque chose qui est assez, elle fait un peu passe-plat. Nous on n'aurait pas ça. Donc si demain on met en place un wallet rémunéré, c'est important de le préciser, ça veut dire que c'est nous qui payons de notre poche l'argent que vous laissez dormir sur le compte. Donc on est en train d'y réfléchir et plus que d'y réfléchir, on est en train de construire le modèle qu'on va vous proposer et qu'on vous proposera dans les mois qui arrivent. Et du coup, une autre question qui me vient à l'esprit, qui a été posée par Boris, c'est vrai, la mise en place d'un marché secondaire. Ça permettrait de bénéficier plus de liquidité sur votre business? Oui, c'est effectivement un autre sujet sur lequel on est en train de travailler. Dans ces sujets-là, que ce soit le compte rémunéré ou que ce soit le marché secondaire, sont des sujets qui sont hyper importants pour nous et qui nécessitent à ce qu'on ait une assise réglementaire et juridique avec notre cher Charles qui soit complètement validée. Donc ça prend un tout petit peu de temps, c'est dans les tuyaux et c'est quelque chose qu'on veut sortir dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, début 2026. Mais il faut qu'on s'assure vraiment de comment on cadre ça, pour faire quelque chose qui soit très propre et qui soit bien réglementé. Donc, et oui, ça répond à un besoin, parce qu'un des vrais sujets, c'est d'avoir, pour que tout le monde comprenne ce que c'est que le marché secondaire, c'est l'équivalent d'une place de marché sur laquelle vous pouvez mettre l'une de vos souscriptions, l'une de vos obligations que vous avez sur un projet et que vous le mettez à disposition de la communauté, souvent avec une petite décote sur le prix, pas toujours mais souvent, et quelqu'un vient racheter en fait votre coupon, ce qui vous permet vous de récupérer votre argent plus vite et à la personne de racheter un coupon avec une petite décote, donc tout le monde est gagnant et en fait ça permet d'avoir plus de liquidité et de ne pas avoir à attendre ces 18 mois de délai moyen. Oui, le délai moyen qui fonctionne. Et pour vous donner des informations un petit peu à jour, c'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi, sur lequel on a déjà spécifié, et on a déjà plus ou moins les visuels de l'expérience utilisateur qu'on va proposer. Aujourd'hui, on est en train de double-checker, de verrouiller vraiment tous les aspects réglementaires, parce qu'on est une autorité, on est régulé par l'autorité des marchés financiers. On ne fait pas n'importe quoi. Votre sécurité avant tout, pour être simple. Et donc, on est en train de challenger un peu le modèle et le développement ne devrait pas tarder. Donc, ça fera partie des annonces de cette fin d'année. Ce sera un beau cadeau de Noël. Ce sera un beau cadeau de Noël. Ok, intéressant. Ouais, je prends. Samuel nous demande si vous prévoyez à l'avenir de proposer des opportunités d'investissement en dehors de France ou éventuellement hors de l'Union européenne.
Oui, alors oui, non, je réfléchis en même temps. En tout cas, on est oui. Non. Enfin, il y a pas de non. On est réglementé effectivement par l'AMF et modulo une extension de notre agrément, on pourrait le faire. Aujourd'hui, on a une expertise sur le marché français. Sur ce que sont effectivement, enfin, sur la partie vraiment marché, sur la gestion des travaux, sur la partie demande d'urbanisme, excusez-moi. Et en fait, cette expertise, on ne l'a pas sur les autres pays. Et aujourd'hui, on veut se concentrer parce qu'on pense qu'en France, on a quelque chose, on a un beau marché de réhabilitation. On en parlait tout à l'heure, Hugo le disait. L'accès au logement, c'est un vrai sujet. Les biens qui sont de plus en plus insalubres, c'est un sujet. Et on se dit qu'aujourd'hui, on a déjà une manne de dossiers et de projets qui est suffisamment importante. Et on veut se concentrer ce sur quoi on est bon et ce sur quoi on a de la maîtrise pour vous proposer que des dossiers qui sont hyper qualitatifs. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire potentiellement, oui. Est-ce qu'on a envie de le faire aujourd'hui? Plutôt non. Voilà, on ne se l'interdit pas à un avenir moyen terme, mais en tout cas aujourd'hui on se concentre sur nos forces, et nos forces c'est le marché français. Ok. Notre expertise, c'est le marché français. Ouais. Ah, c'est déjà bien. Surtout que le marché, il va être porteur. Ouais. Ça redémarre, comme on dit, tout doucement, mais sûrement. Allez, Dorothée qui demande. Alors, au hasard, à Hugo. Dorothée, dans un contexte où les enjeux environnementaux sont devenus incontournables, envisagez-vous de proposer davantage de projets écologiques responsables, par exemple des opérations centrées sur la rénovation plutôt que la construction neuve et idéalement intégrant des matériaux durables ou éco-responsables? Alors, on le fait déjà. On le fait déjà dans le sens où le gros de notre activité, c'est des opérations de marchand de biens. Donc, c'est réutiliser l'existant, ce qui est toujours moins consommateur de CO2. Pour autant, on ne le met pas du tout en avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a très peu de communication sur l'évolution du DPE, donc diagnostic environnemental, de performance environnementale. Et on a vocation demain à le faire beaucoup plus, parce qu'effectivement, on y est tous sensibles en interne. C'est un point, mais bon, on sort quand même d'années où le greenwashing était assez décrié. Donc on fait attention de ne surtout pas faire du greenwashing et de mettre des choses très concrètes derrière les communications qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, concrètement, vous investissez dans un projet de réhabilitation, vous faites quelque chose qui est très performant énergétiquement parce que dans la plupart des cas, on change les fenêtres, on refait l'isolation et de toute façon, pour vendre un bien aujourd'hui, tout le monde regarde le DPE. Donc c'est quelque chose qui est au centre de nos opérations. Mais on va pas communiquer dessus aujourd'hui, et donc on va certainement le faire demain. Il faut dire qu'on est dans un pays quand même qui a beaucoup de normes, si je peux me permettre. Je travaille dans le bâtiment aussi, et je sais très bien de quoi vous voulez parler, Hugo, et c'est vrai que c'est déjà des gros sujets, et il y a de quoi faire, je suis d'accord. On a un expert bien plus expert que moi à mes côtés qui travaille dans on a fait connaissance avant le live, et qui travaille dans l'isolation. Donc c'est un sujet, et au niveau des normes, on est quand même bien outillé en France, et de quoi se battre. Pour continuer là-dessus, Paul nous demande si il serait envisageable d'attribuer une note ou un indicateur ESG au projet. Mais oui, pourquoi pas. C'est une réflexion. Encore une fois, nous, notre dynamique, c'est vraiment de vous donner tous les éléments pour vous faire un avis. Et donc demain, pourquoi pas de partager le DPE du dossier dans les DPE projetés et DPE avant travaux, dans les plaquettes de présentation, enfin qui sont sur le site internet maintenant, dans ces informations-là. Oui, parce qu'il parle vraiment des émissions de CO2 générées par la construction, la rénovation, les surfaces artificialisées et toutes les méthodes et matériaux écologiques utilisés ou non par le porteur de projet. Ouais, c'est vrai. Ça aurait du sens de partager ces choses-là. La communication d'une note, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Ouais. C'est pas exclu, en tout cas. Très intéressant de la mettre, de mentionner un petit peu quelques caractéristiques là-dessus.
On est arrivé au bout des questions, si je ne Oui. dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez des questions personnelles, enfin des questions à vous, à nous partager? Tout simplement l'évolution par la suite de la plateforme. Est-ce que on entend beaucoup parler de Club Deal en ce moment où les plateformes sont plus ou moins plus intégrées dedans. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a c'est une question générale. Hein, quels sont, j'aime bien parler alors peut-être pas à 10 ans, mais à 5 ans, comment on voit la première brique. Tout simplement, comment vous projetez-vous dans 5 ans? Ouais, comment vous vous projetez là-dessus? C'est une très très bonne question. On est dans une phase de croissance importante, et on veut continuer de faire encore mieux ce qu'on fait déjà bien, en assurant un suivi qui soit hyper qualitatif sur nos opérations. On travaille à innover pour proposer de la valeur ajoutée aux porteurs de projets dans le suivi, toujours plus de valeur ajoutée pour nos investisseurs, peut-être demain de nouveaux produits, peut-être, et en tout cas une expérience utilisateur qui sera toujours meilleure. On a parlé du marché secondaire, on a parlé du wallet rémunéré, on a plein d'autres idées en tête. Et l'idée, c'est que demain, on soit la plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier et simplement à partir de 1 euro, enfin de façon vraiment accessible, aussi bien techniquement que donc, une technologie qui est simple d'utilisation, que humainement, avec une équipe que supervise Benjamin, qui est vraiment disponible pour tous nos investisseurs, et que financièrement, à partir de 1 euro. C'est l'ADN de la première brique, ça doit rester l'ADN de la première brique, et je considère que c'est aujourd'hui ce qui fait notre force. Ok. Voilà. On avait un chat, il y a peut-être des questions sur le chat, je ne sais pas si ils ont répondu en live ou... Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre présence. On navigue un peu à vue là, parce qu'on ne sait pas combien vous êtes derrière la caméra. Et c'est juste que vous étiez près de 1000 à avoir réservé pour regarder le live. Vous êtes peut-être plus nombreux, peut-être moins, peu importe. Ça a été un vrai plaisir de faire cet exercice. Merci à vous. Merci beaucoup et merci pour votre présence. Merci pour votre écoute et votre attention, et merci à vous pour votre présence ici. Et on vous donne rendez-vous, et c'est le moment de faire l'annonce, le 23 septembre pour une grande annonce à Lyon qui donnera certainement lieu à une invitation pour nos investisseurs et à quelques annonces. Et voilà, donc on a hâte d'avoir vos retours sur cet événement, sur ce format qu'on va très certainement reproduire. Et globalement, merci d'être là, parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.